Bonjour à tous, bienvenue, merci. Alors on va commencer par un exercice de respiration qui va vous permettre de libérer vos endorphines. Je vous assure que c'est très efficace après avoir mangé. Donc vous allez me suivre à mon signal, vous allez faire 3 grandes respirations. La première, vous allez inspirer par le nez. Bien entendu, vous allez fermer les yeux à mon signal. Vous allez inspirer par le nez et vous allez penser à un lac, à la mer, la montagne, ce que vous avez vécu cet été d'agréable. Okay. Donc ça, c'est l'inspiration, vous allez compter jusqu'à 4. Et ensuite, l'expiration, vous allez compter jusqu'à 6. Vous allez le faire 3 fois. Et vous allez mettre votre main sur votre ventre. Et je veux que vous rentriez votre ventre à l'inspiration et que vous le gonfliez à l'expiration. Vous allez le sentir là, parce qu'on respire pas bien. On respire pas bien dans nos vies et ça fait du bien de bien respirer. Okay, ça va améliorer votre concentration. Allez, c'est parti, à mon go, fermez les yeux, tous les yeux soient fermés. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Bloquez. 1, expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bloquez. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Bloquez. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Bloquez. Dernière fois. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous allez pouvoir ouvrir les yeux tout doucement. Ça va, vous me sentez bien? Bonjour. Tu as loupé l'exercice de respiration, c'est pas grave. C'est toi? C'est une grande... Alors on recommence. Bienvenue. Alors c'est parti. Bien, écoutez, moi je vais vous parler d'impact et de no-code. Alors vous allez imaginer une société où vous pourriez tous contribuer à votre niveau, à votre échelle, à un impact sur vos vies et à rendre ce monde meilleur. Bien, c'est ce que j'ai essayé de faire avec Bedikasa et on peut tous le faire avec les outils de no-code. Et donc ça va être la présentation aujourd'hui que je vais vous faire sur ces outils et sur Bedikasa. C'est parti. Et en fait, dans nos vies, on passe notre temps à exécuter les actions des autres. Combien de fois vous avez réalisé une action par vous-même? Combien de fois vous avez démontré à votre collègue, votre père, votre boss, vos partenaires qu'une alternative était possible? Combien de fois vous vous êtes senti frustré par l'exécution d'une action qui n'avait pas de sens, qui n'était pas cohérente? Eh bien, avec le no-code, vous allez pouvoir changer tout ça. Vous allez pouvoir reprendre le contrôle de ces sujets et leur apporter de la valeur ajoutée. Vous allez pouvoir transformer votre frustration en action concrète. Donc, c'est ce que j'ai fait avec Bedikasa. Bedikasa est un site d'hébergement chez l'habitant que j'ai créé en 2007 et j'ai voulu apprendre par moi-même pour éviter cette dépendance. Cette dépendance de devoir demander par exemple à un développeur de changer un bouton. Mais avant de revenir sur Bedikasa, je vais vous parler de Leona, qui est une autre marketplace que j'ai fait développer en no-code, non, en code justement, en fait que j'ai voulu faire développer en no-code et que finalement j'ai fait développer en code et qui m'a conforté dans l'idée de maîtriser par moi-même le cœur de métier. Donc en 2019, je rentre dans le groupe Wonderbox, que vous connaissez j'imagine, qui est un groupe qui propose des coffrets cadeaux. Et j'ai commencé à faire développer cette marketplace en passant par un outil qui s'appelle ShareTribe et qui est un outil, en fait ce sont des briques, un template qui propose des marketplaces. C'est un outil SaaS, donc j'étais product manager, entrepreneuse, intrapreneuse du groupe Wonderbox et je me suis vite rendu compte que l'outil était limité par ses fonctionnalités. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en quelques jours, j'ai pu sortir mon MVP. Mais les fonctionnalités cœur et la customisation, elles n'y étaient pas. Donc du coup,
ShareTribe m'a proposé une option qui s'appelle ShareTribe Flex, qui consiste à engager une web agency et à faire développer ces fonctionnalités en code. Et là, je suis retombée dans la même dépendance. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je voulais une fonctionnalité, la web agency, tout naturellement, me la facturait. Donc là, par exemple, c'est l'implémentation de notre page séjour qui coûtait 4 200 $. Et puis, au total, on a dépensé 50 000 $ pour arriver à une solution complète. Alors certes, c'est moins cher que le code pur, parce qu'on avait la brique de départ, mais ça reste cher et surtout qu'on était dépendant. Donc par exemple, là, c'est le format de l'image de notre page produit activité qu'on voulait changer. Et en fait, à chaque fois, on devait passer par les développeurs, même pour le moindre détail, même pour changer un mot sur notre page de conditions générales, donc on devait passer par les développeurs. Et c'est à ce moment-là, le site a fermé parce que le Covid est passé par là. Et donc, du coup, les experts locaux qu'on avait recrutés sur le site, on avait quand même 1100 offres en moins de 6 mois. Donc, ça commençait à bien partir et le Covid est arrivé. Donc, on a dû stopper le site. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le centre de formation Auto, que je vous recommande à tous, parce que ça a été vraiment la première brique, l'effet booster. Donc moi, j'ai fait le bootcamp, c'était le 3e, qu'il proposait sur un outil que vous connaissez peut-être qui s'appelle Bubble, un outil de programmation visuelle. Alors, on parle de no-code. Bubble, c'est plus un outil de programmation visuelle parce que vous avez cette histoire de workflow, de conditions, et c'est pas juste un drag and drop, donc c'est vraiment de la programmation. C'est complexe, mais ça vous met le pied à l'étrier, et puis chez Auto, on fait partie d'un groupe, et du coup, on s'entraide. Et ça, vous allez voir que c'est hyper important aussi dans le cadre de la formation. Donc, je me suis rendu compte que je pouvais être libre, et donc en janvier 2021, j'ai commencé à recréer Léona après avoir négocié les droits avec la société Wonderbox. Mais un autre événement est venu s'ajouter à la recette. En novembre 2018, pour revenir en arrière, mon site Bédicassa, d'hébergement chez habitants, ferme parce qu'1 an auparavant, il a été racheté par un investisseur et il aura fallu 3 ans à la société pour clôturer la liquidation judiciaire et il m'aura fallu le même temps pour récupérer mes droits. Donc pour vraiment me battre pour récupérer mes droits. Et donc, ça m'ouvre une porte. Alors un petit backwards sur la timeline de Bédicassa, j'ai fondé en 2007. En 2007, je suis sortie, donc j'ai développé l'activité pendant 10 ans, plus de 10 ans, et on avait 400 000 membres. La société était rentable et on faisait 4,5 millions de volume de vente. Ensuite, la suite, vous allez la connaître. Ça, c'est la charte graphique du site avant la reprise et avant mon départ. La charte graphique du site après la reprise et après mon départ, vous voyez, elle est complètement différente. Et en 2021, du coup, je me dis qu'il faut que je mette Léona sur pause parce que je ne peux pas faire les deux. Et poussée positivement par ma communauté qui voulait une alternative éthique et durable à la plateforme américaine que vous connaissez tous et toutes, eh bien, je décide de recréer Bédicassa totalement de zéro sur l'outil Bubble. Mais là, je me dis que ça va être difficile parce que la courbe d'apprentissage de Bubble est quand même costaud et que la plateforme que je souhaite développer, en face, c'est quand même l'américain qui a 2500 ingénieurs, donc toute seule, ça va être difficile. Donc je suis lucide et je prends une formation supplémentaire auprès de Coaching Collapse, qui est un centre de formation américain, sur mesure. Et là, pendant toute l'année 2021, je reprogramme le site et c'est surtout que je passe 3 mois, donc là c'est l'année la plus stratégique et challenging, parce que je vais passer 3 mois à reformater, à réordonner, à réorganiser toutes mes données. Et c'est des centaines de tableaux Excel, des milliers de données, la correspondance entre les identifiants et les images qu'on m'envoie par mail, etc. Bref, c'est un vrai calvaire, et à chaque fois je me dis que je ne vais pas y arriver, que c'est insurmontable. Mais j'ai mon coach en face qui m'anime, qui me booste, et donc j'écris des dizaines de conditions et des centaines de workflows, de back-end workflows différents.
et je réussis au bout de 3 mois à réassocier toutes mes données. Mais voilà, c'est pas encore gagné puisque tout ça c'est du potentiel, hein. Je repars toujours de zéro. Mais en fait, il y a un truc que je me dis, c'est que c'est pas parce que c'est techniquement pas possible que ce n'est pas réalisable, parce que vous n'avez pas encore l'information, mais si vous l'aviez demain, vous seriez en mesure de concrétiser votre projet, on est d'accord? Et donc c'est ça qu'il y a dans la révolution du no-code, c'est que ce n'est pas un simple outil technologique, c'est un moyen pour vous d'acquérir de la connaissance pour être moins dépendant d'autrui. Et comme tout apprentissage, il y a une courbe. Et donc, certaines courbes sont plus ou moins costauds que d'autres. Et donc, vous pouvez être frustré par certaines courbes d'apprentissage, mais ce n'est pas grave, parce que cette frustration est bonne. Elle fait partie du processus d'apprentissage. Et cette frustration, la frustration en fait de l'apprentissage, elle est libératrice, elle est constructive. Tandis que la frustration qui est liée à la dépendance, elle est bloquante. Et elle est tellement libératrice, cette frustration qu'elle est liée à l'apprentissage, qu'elle va vous booster vos hormones du bien-être, du bonheur. Alors, on en a vu une, plutôt même plusieurs, au tout début de cette présentation, ce sont les endorphines que vous allez libérer quand vous faites un effort physique. Donc, quand vous faites du sport, quand vous riez, quand vous pleurez, quand vous faites des étirements, de la respiration, ça vous aide à vous concentrer, ça vous aide à libérer votre hormone du stress. On va voir maintenant la dopamine qui est ma petite préférée. Parce qu'en fait, la dopamine, elle est là, elle est symbole de récompense et de réussite. Et en fait, dans le processus d'apprentissage, elle arrive à l'étape entre le blocage et la réussite. C'est-à-dire que vous avez l'impression que c'est quelque chose d'insurmontable et vous l'accomplissez. Et donc, vous vous récompensez vous-même du fait que vous accomplissez et que vous réussissez. Donc, plus vous vous dites que vous réussissez, plus vous sécrétez cette dopamine. Et en fait, une astuce, félicitez-vous à des petites étapes de victoire. N'attendez pas que le projet soit fini, parce que cette quantité de dopamine, elle va être beaucoup plus importante si vous le faites plus souvent dans un court laps de temps que si vous attendez à la fin. Et en plus, ça va libérer les effets négatifs de la cortisol, du cortisol qui est l'hormone du stress. Donc vous avez tout à y gagner. Donc ça, c'était pour la dopamine. Ensuite, on va voir l'ocytocine. L'ocytocine qui est l'hormone de l'accouchement. Donc, je ne sais pas si dans la salle, il y a des femmes qui ont accouché à un moment donné, mais on la sent, celle-là. Elle arrive bien quand on accouche. Et elle représente le lien entre la maman et son nouveau-né. Un lien de sécurité, d'attachement et de confiance. Et en fait, cette ocytocine, elle va être sécrétée au moment où vous avez un lien fort de confiance entre votre prof et vous-même ou avec le groupe social. Et donc, une astuce pour inspirer confiance auprès des autres, eh bien, répondez aux questions des forums, sur les forums, quand vous avez la réponse. Répondez aux questions sur le Slack, sur le Facebook, peu importe sur quel groupe sur lequel vous êtes. Et comme ça, vous allez être considéré comme personne de confiance. Aussi, vous pouvez tenir vos engagements dans le temps et faire ce que vous avez dit de faire, tout simplement. Et la dernière hormone, qui est la sérotonine. Alors, cette sérotonine, en fait, elle va arriver en dernier point dans la phase de processus d'apprentissage parce que c'est après avoir passé plusieurs niveaux. Vous savez, cette sérotonine est sécrétée aussi lors d'une partie de jeux vidéo, par exemple. Eh bien, vous êtes récompensé. Ou sinon, vous avez une certification, vous avez votre diplôme, et puis vous le postez sur les réseaux sociaux. Vous savez, on est tous fiers, en fait, d'accomplir des tâches et d'arriver au bout. Eh bien, faites-le. Vous allez vous sentir légitime, en fait, de le faire. Et du coup, en le partageant à votre groupe social, à votre prof, eh bien, vous allez sécréter cette hormone de sérotonine. Et même pour les plus pudiques d'entre nous, on a tous à un moment envie d'avoir de l'influence positive sur notre entourage, sur notre famille et sur nos amis. Donc continuez à le faire, parce que quand vous le faites, vous tirez les personnes vers le haut, parce que c'est du positif et on a besoin de positif dans nos vies. Alors voilà un cas concret que j'ai vécu quand j'ai développé Vedicasa en JSON. Alors c'est du code. Dans Bubble et dans ces outils de no-code, on peut mettre du code. Et là, spécifiquement, c'était un email que je devais créer. Alors, on en a créé plein des emails dans Bubble.
qui fait le pont entre notre outil Sendinblue, qui est un outil d'emailing, et nos données à l'intérieur de Bubble. Et c'était pour que le voyageur reçoive l'information du récapitulatif de sa réservation. Donc c'est hyper important comme email. Et je voulais vraiment que ce soit personnalisé. Donc j'ai utilisé JSON. Et oulala, moi je ne connaissais pas du tout ce langage. Et donc je me tirais les cheveux et à chaque fois j'avais une erreur en rouge. Et donc je devais aller sur un formulaire pour voir où est-ce que c'était, sur quelle ligne. Et franchement, moi c'était du chinois. Et pourtant j'adore les langues étrangères. Mais là c'était vraiment du chinois. Je me suis dit, je vais jamais y arriver, Sam, etc. Et donc au bout de quelques jours, j'y suis parvenue. Au bout d'assiduité et de persévérance, comme quoi on y arrive. Et donc vous voyez ma tête. Je pense que ça parle... elle parle d'elle-même, et donc là, la joie, évidemment, je galère, je trouve, je réussis. Donc, l'idée, c'est de se dire le plus souvent possible, je galère, je cherche, je trouve, je réussis, et je le partage. Et là, vous avez toutes les hormones qui sont en folie. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que vous allez résoudre, donc en utilisant le no-code, vous allez résoudre les problèmes par vous-même. Félicitez-vous à chaque petite étape de victoire. Partagez-le quand vous vous sentez légitime, répondez aux questions et faites partie d'une communauté bienveillante et de confiance comme le No-Code France. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui y êtes. C'est une communauté de 8000 personnes. On a également l'association No-Code France, donc tapez No-Code France sur Internet. On va vous rediriger vers les bonnes personnes. Donc moi j'en fais partie. Et on a aussi l'association No-Code for Good. Et donc à chaque besoin, vous avez des interlocuteurs et des outils différents. Surtout posez des questions avant de jouer sur un outil parce qu'en fonction de vos besoins, eh bien, vous allez avoir des outils différents. Alors il y a quelque chose d'extraordinaire aussi qu'on oublie quand on développe avec ces outils-là, c'est qu'on gagne du temps. Et donc il ne faut pas que ce soit un piège parce que si vous gagnez du temps sur les tâches récurrentes, mais que vous en perdez sur d'autres tâches ou à essayer de résoudre quelque chose et à la fin vous n'y arrivez pas, il faut vraiment arriver à gérer votre temps, à bien organiser pour pouvoir, au moment où vous développez, vous lancez le site, quel que soit le service, vous dégagez du temps marketing pour creuser le why, que ce soit pour vous ou que ce soit pour une entreprise. Peu importe ce que vous faites dans la vie, en fait, votre force motrice, c'est votre raison d'être. C'est ce qui vous aide à vous lever le matin. Et 90% des entreprises passent à côté, ne creusent pas leur why. Si elles creusaient leur why, alors elles réduiraient considérablement ce qu'on appelle le coût d'acquisition client. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'en définissant et en creusant le why, alors vous allez attirer naturellement les personnes qui partagent vos convictions et qui vont devenir vos clients et qui vont en parler autour d'elles. Et ça va créer un cercle vertueux, ce qu'on appelle l'inbound marketing, ou encore, je dirais, le marketing de l'affect. Et en cela, Simon Sinek, que je vous recommande, qui a édité un livre qui s'appelle Start with Why, nous en parle dans son cercle d'or. C'est excellent. C'est-à-dire que le why va correspondre à notre zone centrale qui est le cerveau limbique. Pareil que le how. Tandis que le what correspondra à notre zone préfrontale qui est le cerveau néocortex, le système néocortex. Et en fait, ici, vous parlez directement aux émotions des gens, tandis que là, vous parlez à leur raison. Là, c'est la zone de langage, la zone rationnelle, là, c'est la zone émotionnelle. Donc, on a tout intérêt à parler aux émotions des gens pour pouvoir creuser ce why. Et en fait, l'utilisation du no-code nous permet de le faire parce qu'elle nous permet de gagner du temps et tout en développant, on a ces idées qui arrivent parce qu'on est confronté à la communauté. Donc il ne faut pas perdre ça de vue, on est toujours en test and learn et c'est ça qui est positif avec le no-code, c'est parce qu'on est dans un mode itératif, donc on a beaucoup plus l'opportunité d'avoir des retours de nos clients. Et c'est ce que j'ai fait avec Bédicassa pour relancer ma communauté parce que je vous rappelle que ça faisait 3 ans que je n'y étais plus. Donc il fallait que je relance tout ce monde-là. Donc j'ai commencé par une newsletter en 4 langues. Je les ai invités ensuite sur un Slack, pour ceux qui n'étaient pas trop Slack. Je les ai invités sur un groupe Facebook. Et puis en visioconférence.
Et en fait, au fil du temps, dans cette année 2021, j'ai récupéré régulièrement des feedbacks au moment où je développe. Et en fait, c'est ça que vous allez sentir au moment où vous développez, c'est que vous récupérez ces feedbacks. Donc ça peut être pour un service dans lequel vous travaillez, ça peut être pour votre propre projet, mais l'idée c'est vraiment d'être tout le temps en connexion avec cette communauté, parce qu'il y a des communautés partout, petites ou grandes, on a toujours besoin de feedback pour pouvoir développer ensuite notre produit, pour apporter de la valeur. Et puis j'ai développé aussi autre chose qui me tenait beaucoup à cœur, qui apporte aussi beaucoup de valeur pour la communauté, c'est un système d'évaluation des annonces, c'est-à-dire qu'il y a 100% des annonces qui sont appréciées par les membres de confiance qu'on appelle les appréciateurs, appréciatrices sur le site. Et, ces personnes sont des voyageurs ou des hébergeurs qui sont là depuis longtemps et ils sont vraiment fiers de pouvoir rendre service à la communauté. Et là, tout le monde y gagne, parce que les hébergeurs sont chouchoutés, les voyageurs peuvent contacter directement les appréciateurs et appréciatrices, et Bédicassa, la société, réduit ses coûts marketing et tisse un lien de confiance avec ses membres. Donc c'est gagnant pour tout le monde. Aujourd'hui, alors en 5 mois, on a eu 2600 membres. Donc 2600 membres se sont réinscrits au site. 90 000 membres. Aujourd'hui, on a 98 000 personnes qui se sont réinscrites à la newsletter. Je communique quasiment pas parce qu'à chaque fois que je communique, j'ai trop de mails. Donc ça va changer, mais ça c'est en 5 mois et avec très très peu de communication parce qu'on a simplement pris le temps de les écouter et en fait voilà, on a beaucoup de demandes entrantes à gérer. Donc après on va passer à une autre étape d'organisation, mais pour l'instant c'est comme ça et on a 800 annonces du coup qui ont été évaluées, appréciées par les membres du site et 300 réservations reçues depuis cet été. On est 2 développeurs associés à Bédicassa, merci Thierry, et la communauté bien sûr qui nous aide à développer, surtout à répondre au nombre des voyageurs et surtout des hébergeurs. Alors je résumerai les 5 raisons qui font que pour moi il est très intéressant de développer en no-code. La première c'est le faire soi-même pour être autonome. La deuxième, c'est de développer ce lien fort avec sa communauté qui nous permet de creuser ensuite notre culture, notre raison d'être, notre why. Le gain de temps, c'est à peu près 20%. Le gain de liberté et l'impact qu'on peut avoir sur la vie des gens, notre société. Et alors, en parlant d'impact, on est allé plus loin. On a creusé ce modèle parce qu'il nous paraît essentiel. Et on a créé un club à impact. Et ce club à impact va récompenser toutes les parties prenantes, c'est-à-dire la société, les clients, les partenaires, l'équipe, la société de façon globale et la planète. On a eu du mal parce que c'est un modèle complètement innovant, social, environnemental, dans lequel on ne rentrait pas dans les cases. Donc nos experts comptables et avocats n'avaient pas de réponse aux questions. Et là, on a réussi à obtenir toutes les réponses au bout de 5-6 mois. Et c'est un modèle qu'on présentera d'ici quelques semaines. On va le mettre en place pour le dernier trimestre 2022. Et donc, du coup, je vous inviterai à y participer si ça vous intéresse. On a également créé une association parce qu'on pense qu'aujourd'hui, avec les enjeux environnementaux, il est de notre devoir en tant qu'entreprise d'agir et pas de subir et de subir ces informations qui sont anxiogènes. Donc du coup, on a créé un collectif d'éco-citoyens pour réduire le réchauffement climatique et restaurer la biodiversité. Je terminerai en disant qu'on a créé un impact à notre échelle. Et en fait, on peut tous créer un impact. Vous pouvez tous créer un impact en utilisant ces outils du no-code. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce ne sont pas ces outils du no-code qui vont changer le monde, mais c'est l'usage que vous décidez d'en faire. Donc, à vous d'en faire bon usage. Merci. Et maintenant, je vais passer le relais à Amandine, qui va me poser des questions, et vous aussi, je l'espère. Merci. Eh bien, enchantée, du coup. Donc moi, c'est Amandine, je travaille pour Auto, justement, où Magali a pu participer à un bootcamp et démarrer son apprentissage de Bubble. Et donc, je suis ravie de pouvoir venir te poser quelques questions.
Est-ce que, parce que je vois le temps, parmi vous, vous avez des questions déjà en tête ou pas? Savoir à quel point... Eh bien, du coup, j'y vais, moi. Donc, je propose avec quelques points. Tu as pas mal parlé là sur la fin un peu de liberté. Donc, je propose de repartir là-dessus. Aujourd'hui, tu utilises Bubble pour ton application Bédicassa. Tu nous parles du gain de liberté que ça représentait pour toi, etc. Mais pour les développeurs, développeuses qui vont faire du code plus traditionnel, le code, ils y ont accès, c'est le leur, ils le maîtrisent, ils en font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, toi, tu dépends du coup de Bubble, un outil dans lequel tu as tout construit. Et du coup, tu n'as pas cette même maîtrise en fait. Est-ce que ça peut représenter une gêne, plutôt un problème? Quel est ton rapport en fait à pas avoir le même le code, la que je propriété en fait de ce Ouais. code que peuvent avoir d'autres Oui. entreprises? Oui, c'est sûr que Vous me suivez quand même. on n'est jamais complètement libre, on est d'accord, on dépend toujours d'une tierce personne. Et le fait qu'il n'y ait pas qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne puisse pas récupérer notre code source, c'est une question qu'on se pose tous. Mais dans la balance, la valeur ajoutée et le gain ressorti du projet et du fait que vous pouvez développer par vous-même, même si vous n'avez pas le code, c'est pas très grave. Et si demain Bubble plante, ce qui est peu probable, mais ce qui est quand même probable, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus dire que rien n'est probable avec le Covid, n'est-ce pas? Ben, si Bubble plante, eh bien, je redévelopperai sur un autre outil, XR, WeWeb, qui seront avancés maintenant. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, avec tous les outils qui sortent, on peut, en fait, avec ce principe et cette logique, cette base de connaissances, on peut refaire sur un autre outil. Donc, j'espère que Bubble va se développer. A priori, c'est bien parti pour. Mais en tout cas, pour te répondre, la liberté, on ne l'a pas toujours totalement. Mais le fait de pouvoir faire par soi-même et d'avancer, c'est un bon compromis. Et dans la balance, il y a beaucoup plus de valeur ajoutée et de gains que d'effets négatifs. Ok. Toujours sur la liberté, tu en as parlé très très rapidement. Alors moi je connais un peu plus l'histoire aussi de Magali de Bédicassa. Aujourd'hui tu n'as pas d'investisseur, tu as un associé, tu sais, qui est là-bas. Tu n'as pas d'investisseur alors que tu en avais anciennement dans Bédicassa. Et ça aussi ça fait partie de la liberté. C'est quel est ton choix et ton positionnement en fait là-dessus et aussi pour le futur de Bédicassa? Le fait que... comment dire, je pense que j'ai un avis biaisé par ce qui m'est passé, ce qui m'est arrivé dans le passé. Mais n'empêche que les objectifs des fondateurs ne sont pas associés avec les objectifs des fonds d'investissement. Et je pense que c'est la principale problématique. À moins que les objectifs des fondateurs soient de devenir riches, ce qui est tout à fait possible et entendable. Mais aujourd'hui, moi je pense que déjà il y a d'autres alternatives. Il y a des fonds à impact, il y a des financements participatifs. On peut faire, d'ailleurs, Otto, c'est ce que vous avez fait, en faisant participer la communauté pour une partie. Après, peut-être que vous ferez des fonds d'investissement. J'ai pas de... Ah ouais, on va poser la question à qui de droit. Voilà. Et, en tout cas, moi j'ai eu une très mauvaise expérience avec les fonds. J'ai eu une bonne expérience avec des business angels. Après, ça dépend de business angels, mais voilà. Le fait de passer autant de temps avec les fonds, avec des investisseurs, c'est du temps que tu passes pas sur ton produit, sur tes équipes. Et moi, en fait, j'étais partie dans cette spirale infernale. Tous les ans, je relevais des fonds. Et il n'y a pas que moi, c'est tous les entrepreneurs. À partir du moment où tu es... Et d'ailleurs, Emmanuel Straussner le dit très bien dans Bubble, et c'est pour ça qu'il a mis autant de temps à lever des fonds, c'est que les fonds sont dans une roadmap court-termiste. Nous, on doit être dans une roadmap long-termiste, même si on a des étapes court-termistes. Et c'est ça le problème. Et on n'a pas les mêmes objectifs, la même timeline. Et en fait, plus tu lèveras de fonds, plus tes investisseurs te mettront la pression, et plus tu seras dans des rapports de pression, et tu devras passer beaucoup de temps en board, et même pas que en board, à répondre à des mails le dimanche matin à 8h, le vendredi soir à 23h, et tu es obligé de leur répondre parce qu'ils ont mis de l'argent chez toi. Et c'est ça, en fait, que je trouve malsain, parce que, du coup, l'entrepreneur, au lieu de réfléchir à sa communauté,
à son produit, à la façon dont il peut faire pour apporter de la valeur à sa communauté et à la société dans laquelle on vit, eh bien, il passe son temps à répondre aux demandes des investisseurs pour justifier des KPI. Et voilà, je trouve qu'aujourd'hui, avec nos enjeux sociaux et environnementaux, et avec le fait qu'on est 7 milliards sur la planète, qu'on va être 10 milliards en 2050, je trouve que c'est suicidaire que les fonds n'intègrent pas ces enjeux sociaux et environnementaux. Voilà. Je pense que j'ai répondu à ta question. Ouais. Et je pense au passage qu'au final, le fait de pouvoir aujourd'hui te dire non, je ne veux pas ton investissement dans mon entreprise, à mon board, etc., je ne veux pas retourner là-dessus, c'est quelque chose que tu peux te permettre aussi parce que justement, tu utilises une technologie no-code que tu maîtrises et qui te permet d'être autonome dessus et de continuer à te développer. En fait, c'est lié aussi. Le no-code, toi, te permet ce luxe de pouvoir dire non, je ne retournerai pas là-dedans. Ouais, tout à fait. Après, il y a une limite. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je ne peux pas tout faire. Donc, évidemment qu'on va trouver des sources de financement différentes. Et aujourd'hui, elles existent. Elles n'existaient pas avant. Aujourd'hui, on a des fonds à impact. On a d'autres systèmes de financement participatifs. On peut faire intervenir la communauté. Mais c'est vrai que l'utilisation du no-code, du coup, on est plusieurs entrepreneurs à avoir levé des fonds pour pouvoir payer les développeurs. Mais aujourd'hui, les développeurs viennent dans les systèmes de no-code. Il y a 30% des développeurs maintenant qui s'y intéressent. Donc, ça crée vraiment du positif pour tout le monde. Et je trouve que c'est bien que le fondateur se mette dans cette techno pour pouvoir maîtriser aussi ce que maîtrisent le développeur. Parce que du coup, ils parlent le même langage, en tout cas la même logique. Donc, je trouve que c'est vraiment positif pour tout. Il faut pouvoir simplement en faire bon usage de cet outil. Mais c'est vrai, tu as raison, on gagne beaucoup de temps. Et du coup, ce temps-là, ça nous permet de créer notre produit, d'avoir un POC, comme on dit, un Proof of Concept, et puis un MVP, et puis du coup de commencer à avoir des feedbacks de notre communauté, et après de passer les étapes comme ça, mais sans forcément se bloquer dans une levée de fonds dès le départ. N'hésitez pas à nous faire savoir si vous avez des questions en cours de route. Je pose la mienne et je te reprends la tienne. Parce que j'ai envie de rebondir, il y a quelque chose dont tu n'as pas forcément parlé encore, et dont tu as parlé la semaine dernière à un événement. C'était aussi lié à l'éthique et le fait que justement ces outils qui te permettent cette liberté-là te permettent aussi de porter et de positionner ton projet pas dans un objectif pécunier, de rentabilité, etc., mais aussi de prendre des positions fortes et des engagements éthiques forts pour des valeurs environnementales, sociales, etc. Je ne sais pas si tu peux en dire un peu plus, parce que je trouve ça vachement intéressant justement d'avoir cette notion d'impact et que cette liberté, quand on suit la chaîne, en fait, derrière, permet aussi de prendre des décisions fortes qui ne sont pas lucratives dans une entreprise qui a besoin de l'être aussi. Est-ce que tu fais référence au modèle à impact ? Le modèle, la communauté aussi, tu développes beaucoup. Là, tu en as parlé un peu à la fin, mais c'est un gros projet aussi. Ton modèle économique et la manière de gérer la plateforme ou son fonctionnement, en fait, c'est quelque chose que tu peux décider aujourd'hui parce que vous êtes deux à décider et que vous êtes en phase là-dessus. Oui, tout à fait. On n'a pas... Vous n'êtes pas poussé derrière. On n'a pas de board à... En fait, effectivement, je parlais de réunion ou de board tout à l'heure. Quand on prend une décision, on la teste et on voit si ça fonctionne. Et puis, si ça ne fonctionne pas, on affine, on n'a pas besoin de se réunir. Après, pour aller plus loin dans le côté social et environnemental, si tu me tends la perche, je vais y aller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une étude anglaise qui a été récemment publiée, qui dit que 60% des jeunes de 18 à 25 ans, c'est-à-dire 10 000 jeunes sur 10 pays, reçoivent donc on appelle ça l'éco-anxiété, par rapport à ce qui nous arrive, réchauffement climatique, le Covid, etc. En 1800, on avait 6 villes de plus de 200 000 habitants. Aujourd'hui, on a 60% de la population, 4 milliards d'habitants, qui vivent dans les zones urbaines. Les zones urbaines sont en train d'exploser. Et vous vous rendez compte que pour pallier à la pollution, au réchauffement climatique, etc., on va inventer des systèmes de climatisation encore plus avancés, vous allez voir pourquoi je vous dis ça, ou des AirPods, et moi-même j'en suis la première, c'est paradoxal, parce que je les ai, les AirPods réducteurs de bruit, parce que j'en peux plus des travaux et de ce bruit environnant.
Et en fait, ça fait que accélérer l'impact carbone. Et les technologies actuelles du no-code, il y a 500 millions d'applications qui vont se développer et 70%, ça c'est l'étude Gartner, à 80% en no-code d'ici 2025. Donc, les no-codeurs ont tout intérêt à choisir les bonnes directions, à choisir d'utiliser, en fait, parce que c'est des opportunités, parce qu'il y a énormément de problèmes. Ce réchauffement climatique entraîne des problèmes en chaîne. Et des problèmes qui ne sont pas encore résolus, c'est des solutions qui ne sont pas trouvées, et c'est des opportunités à créer. Donc même si vous n'êtes pas sensible à l'environnement, de toute façon, même les fonds d'investissement sont en train d'y aller, parce que ça crée des milliers d'opportunités sur le marché. Et en fait, c'est là qu'il faut aller. C'est-à-dire, c'est sur ces sujets-là, on n'a plus d'oiseaux dans nos villes. On a perdu 70% de nos oiseaux en Île-de-France. C'est ça, et 50% en Europe de nos oiseaux. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus d'insectes. Parce que les insectes, avant, quand vous étiez dans votre voiture, vous faisiez le pare-brise, on en avait plein d'insectes. Vous preniez votre vélo, vous en aviez plein d'insectes. Et s'il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus d'oiseaux. Donc c'est pour ça qu'on a créé l'association aussi, parce qu'on a détruit l'habitat de nos oiseaux. Et pourquoi je dis ça ? Parce que, en fait, tout ça, c'est de l'information, c'est de la formation, c'est de l'organisation des données. Tout ça, ça crée des réactions en chaîne. L'épandage des pesticides dans nos villes, ça crée 380 000 cancers par an. Ça crée des maladies, ça crée de l'angoisse, et tout ça, il faut pouvoir gérer. Aujourd'hui, c'est les petites associations qui gèrent ça, elles n'ont plus assez d'argent pour pouvoir le gérer. Et maintenant, il y a des entreprises qui sont en train de se réinventer, comme Time for the Planet, on est associés, et ils sont en train de réinventer des modèles sociaux, juridiques. Ils sont en société en commandite, Time for the Planet, on leur avait dit, oh, c'est n'importe quoi, ça ne marchera jamais, et ça marche, il y a plus de 60 000 associés, et c'est ça qu'il faut faire. Et en fait, quand ça commence à marcher, le monde arrive. Mais le no-code, il faut pouvoir l'utiliser pour organiser ces données, pour servir les associations et les bonnes personnes qui œuvrent déjà sur le terrain, des coraux qui sont... il y a 50% des coraux qu'on n'a plus aujourd'hui, et c'est notre oxygène. Moi, je ne parle même pas des arbres. Les arbres, bon, en France, c'est des pins. Je peux quand même en parler, c'est des monocultures. En Australie, au Portugal, c'est des eucalyptus. Eh bien, ça brûle très vite. Et donc, rien que par rapport à ça, on doit avoir des systèmes qui localisent les points. Donc déjà, on doit diversifier les essences, et après avoir des systèmes qui localisent les points pour pouvoir donner l'information aux canadaires. Donc ça, on pourrait le faire en no-code. Donc si on a plus de développeurs demain, parce qu'aujourd'hui c'est 0,3% des développeurs dans le monde, donc on n'en a pas suffisamment, donc il nous faut des no-codeurs pour pouvoir résoudre en fait ces problèmes. Parce que si on ne les résout pas, ça va nous revenir en boomerang. On va arrêter le chauffage demain, on va avoir froid, on va attraper plus de maladies, etc. Donc il faut pouvoir prendre le problème dès le départ. Et le no-code permet ça parce qu'il est ouvert à plus de monde. Voilà, par rapport aux enjeux socio-environnementaux. Et j'ai envie de dire qu'il faut aller même plus loin, que les KPI et les dashboards des commerciaux dans toutes les sociétés devraient être reliés en fait, à ces enjeux environnementaux. Les objectifs en fait, des commerciaux devraient être reliés à ces enjeux. Il devrait y avoir un bonus pour ça. Voilà, moi j'en suis convaincue, et je ne suis pas la seule, parce que si on ne fait pas... Et en plus, en agissant, ça réduit notre angoisse. Donc c'est tout bénef. Et les politiques vont maintenant donner des subventions aux entreprises d'ailleurs c'est déjà le cas, donc on a tout intérêt à y aller sur ce côté impact social et environnemental. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Oui, le no-code du coup est un super outil qui doit juste être bien utilisé dans ce sens-là. Thibaut, tu veux poser ta question peut-être ? Ouais, je veux savoir aujourd'hui, par rapport à ton travail, de gérer une boîte et de faire du développement, aujourd'hui c'est quoi ton ratio de développement et gestion de la boîte ? J'ai un troisième ratio, c'est que du coup, comme j'ai pas levé de fonds, j'ai pas suffisamment de financement, et du coup je diversifie mes revenus en étant mentor, coach, formatrice. Donc le ratio développement, c'est, je dirais, il est plus que de 30%. Et tous les jours je réponds aux mails, et puis j'ai aussi ces formations, donc voilà, l'autre ratio 30
30, ouais, 20-30% de communication et le reste, c'est la formation. Mais j'aimerais bien faire plus. Mais pour ça, il me faudrait plus d'argent. Mais si je lève les fonds, bah, je retombe dans cette spirale infernale et j'ai pas envie. Donc c'est du temps long que je suis en train de construire. Mais du coup, ça. Non, c'est pas une question. Ah, bah, vas-y. Alors, c'est quoi le business model en fait? Alors on a une commission sur réservation entre le voyageur et l'hébergeur. Et on est 2 fois moins cher que les autres parce que du coup on divise en deux les 15%, donc il y a 7,5 d'un côté, 7,5 de l'autre. Et en plus, on intègre l'assurance hébergement, donc tout le monde est assuré. 100% des réservations sont assurées. Mais du coup, on a un business model récurrent qui fonctionne. Et ce business model à impact viendrait en plus du business model en fait en complément. Et ça serait gagnant pour tout le monde. Je vais rebondir du coup sur la question par rapport au ratio de ton travail. Donc, tu as commencé toute seule, tu as passé beaucoup de temps avant de relancer la plateforme à la recréer, tu as été accompagnée avec le coaching US. Tu as été rejoint par Thierry. Oui. Du coup, tu as eu besoin d'être rejoint aussi à un moment donné, tu as besoin de pouvoir commencer à déléguer. Cette idée de liberté totale, en fait, en indépendance totale, ne fonctionne pas forcément. Et comment tu te projettes là-dessus sur le... Est-ce que tu t'étais toujours dit, je dois toujours faire tout par moi-même? Comment est-ce que tu fais? Est-ce que du coup, vous restez tous les deux? Est-ce qu'à un moment donné, c'est quoi la suite et les projections pour garder un minimum d'indépendance et de liberté, mais en même temps être capable de continuer d'avancer? Ouais, bien sûr. En fait, je pense qu'il faut être lucide. À un moment donné, c'est soit on fait tout par soi-même et on arrive à ses limites, parce qu'au bout d'un moment, il faut qu'on dorme, soit on commence à grossir et de différentes façons. Donc, quand on crée un projet, un side project, donc soit on a une société, on est salarié, on a la sécurité, comme ça on peut payer notre crédit et notre loyer à la fin du mois. Et donc on fait un side project et ça peut être 1 heure par semaine au départ et comme ça petit à petit on crée et c'est pas mal. Soit on se lâche des 2 mains, on le fait en entier et au bout d'un moment on arrive peut-être à une limite. La limite c'est l'énergie en fait. C'est qu'à un moment donné, on est trop fatigué pour pouvoir tout faire. Et moi, je ne souhaite pas en arriver là. Donc, c'est pour ça que, en plus, en fait, avec Thierry, ça s'est fait comme ça naturellement. C'est vrai qu'au départ, je me disais, bon, non, je resterai toute seule, etc. Et en fait, je me suis dit, bah non, c'est cool d'être à 2, en fait, et puis même d'être à plusieurs. Enfin, j'aime bien ça, quoi. Le social, c'est top pour partager. Et puis, on n'a pas les réponses à toutes les questions, on n'est pas expert dans tout. Donc, de toute façon, je suis pour une complémentarité des expertises, ça c'est évident. Par contre, voilà, donc, pour répondre à ta question, moi ce que je souhaite, on en a parlé avec Thierry, c'est de grandir et après de former une équipe. Hein, ça peut être des freelances au départ, et puis après petit à petit on aura une équipe en interne, mais de le faire prudemment, et puis de prendre son temps, voilà, de trouver les bons partenaires. Donc oui, clairement, on souhaite grandir et avoir une équipe, c'est évident. Et puis, de toute façon, pour servir les objectifs qu'on a, qui sont ambitieux, et puis voilà, pour créer l'impact, il faut à un moment donné être plusieurs, et c'est souhaitable. Ouais. Est-ce qu'éventuellement, il me reste peut-être une dernière question, donc je clôture. Et ben moi, je veux bien qu'on clôture sur, du coup, c'est quoi la suite? C'est quoi les prochaines étapes pour Betty Casa? Maintenant que tu as pu le relancer et que tu as déjà 2500 utilisateurs et utilisatrices. Et la suite, c'est de lancer ce modèle à impact et de créer ce lien avec les associations sociales, environnementales. Et ensuite, l'année prochaine, de le mettre en place. Donc, il a déjà été bien reçu par plusieurs organismes et puis on verra par la communauté. Voilà, donc c'est de mettre en place ce modèle techniquement et commercialement. Bon courage. Merci Magali.